Salut à tous, c'est Tristan et Célia et on se retrouve dans ce nouvel épisode de Sous les likes, le podcast qui révèle les coulisses de l'influence. Le principe, on reçoit des créateurs de contenu qui animent et échangent avec leur communauté pour lever les préjugés sur leur métier et comprendre le quotidien de ces réels entrepreneurs. Nous accueillons Jessica Pommier, une créatrice de contenu passionnée par le voyage qui a parcouru le monde à travers 54 pays. Après avoir tout plaqué alors qu'elle était salariée pour Canal+ et Disney, Jessica se lance dans une aventure qui a changé sa vie. Ma grand-mère qui m'a emmenée quand j'avais 15 ans au Kenya. Et je m'étais dit, waouh, c'est incroyable de vivre ça. Une femme solaire, authentique et sincère qui se livre dans un épisode riche et passionnant. Je pense qu'une fois que la décision elle a été prise, j'étais lancée. Donc je me suis dit, je vais aller au bout. Elle se confie sur sa philosophie de vie très inspirante. Elle nous a fait voyager à sa manière pour découvrir Jessica et son univers sous une autre forme. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par l'agence Start It Up. Salut Jessica, merci d'être avec nous. On est très content avec Célia de t'avoir. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir d'être là. Parce que voilà, on essaye vraiment de varier en fait tous les domaines, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure. Donc alias Mes Petits Bouts du Monde. Oui, c'est ça. T'es connue avec ce pseudo-là sur les réseaux sociaux, Internet, enfin voilà. Donc Mes Petits Bouts du Monde. Avant de remonter en fait chronologiquement dans ton parcours, ce que tu fais, comment tu t'es lancé, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée de voyager ou à quel moment tu t'es dit je vais faire le tour du monde? À quel moment et comment en fait? La passion des voyages Voilà, avant les c'est ça. réseaux, ça c'est sûr. En fait, moi j'ai toujours beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance de beaucoup voyager. Je pense qu'un des premiers voyages qui m'a marqué, c'était certainement avec ma grand-mère qui m'a emmenée quand j'avais 15 ans au Kenya. Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là et ma mamie m'a fait découvrir sa passion aussi du voyage. Et je me rappellerai toujours d'une scène au Kenya où j'avais vu des girafes danser avec des lionceaux dans leurs pattes. Et je me rappelle de cette émotion qui m'avait submergée à l'époque. Et je m'étais dit, waouh, c'est incroyable de vivre ça. Et je pense que ça m'a jamais vraiment quittée après. Et du coup, j'ai eu une carrière plutôt classique au début. Et je mettais toutes mes économies dans le voyage. Mais je voyageais de manière plus classique, plus conventionnelle, c'est-à-dire une fois par an, pour ceux qui ont la chance de le faire. Et voilà, je faisais ça régulièrement. Et puis, il y a eu, en 2015 un changement radical de vie. Et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai un rêve et j'ai très envie de le réaliser, c'est de faire le tour du monde». Alors, maintenant, ça se voit beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, le tour du monde. Ça se voyait un petit peu moins à l'époque, surtout qu'il y avait pas forcément encore Instagram en 2015. Et moi, j'ai décidé de le faire à ce moment-là et je me suis lancée sur les routes pendant une année. C'était ça, pendant une nuit d'insomnie, je crois que tu as expliqué ça. En fait, tu arrivais pas à dormir et tu t'es dit pourquoi pas le faire en final et je crois que c'est le lendemain ou quelques jours après qui ont suivi, tu t'es dit je pars et tu es parti pour faire 13 pays en un an, je crois. Ouais, C'est exactement, ça? c'est ça. Donc ouais, je crois que c'est En alors fait, que à ce moment tu avais un travail en fait au Ouais, final? j'avais un travail. Je travaillais pour la Walt Disney Company à ce moment-là, dans les médias, dans le marketing du cinéma. J'avais un boulot qui était absolument passionnant. J'étais à Paris et c'est vrai que Paris, pour le coup, je me suis jamais trop faite à la vie parisienne, même si c'est génial pour un début de carrière. Moi, je suis une fille de la campagne, je suis d'Auvergne, et c'est vrai que j'étais arrivée à un moment donné de ma vie où j'avais envie un peu de tout envoyer valser. Et j'avais ce rêve qui était un peu enfoui et je me suis dit: «Mais en fait, aujourd'hui, je suis célibataire, peut-être que je peux le faire». Et en fait, cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit: «Mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi et pourquoi pas moi, en fait?» Et c'est vrai qu'il a fallu cette nuit-là où je me suis dit: «En fait, c'est possible» et c'est bon, le switch avait été fait dans ma tête. Et dès le lendemain, j'ai appelé mes parents pour leur dire: «Écoutez, en fait, je vais prendre une grande décision, je crois que je vais le faire, je vais partir». Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on a toujours su que tu ferais ça un jour, quoi. Ah, Et ils ont du même coup pas été surpris en fait de ton non, pas tant que ça. Je revois ma maman, c'est vraiment les mots qu'elle a dit. Elle m'a dit: «Je savais qu'un jour tu partirais pour un long voyage, que tu partirais longtemps». Ils le Donc sentent en général, ouais. ouais, ouais, il le sentait. Et voilà, effectivement, j'ai posé ma démission, juste après, pour partir. Alors après ça a pris 4 mois de préparation avant de partir, parce qu'il y avait aussi beaucoup moins de ressources sur internet, sur, comment s'organiser, comment faire ça, donc j'avais quelques exemples devant moi, mais pas de gens lambda, en fait. Les gens qui faisaient ça, c'était vraiment des aventuriers, moi je lisais les livres de Sarah Marquis, voilà, des vraies aventurières, quoi. Moi, j'étais pas du tout une aventurière, j'aimais les voyages, mais pas, l'aventure donc je me suis dit: «Bon, je vais le faire, mais à ma manière, quoi». et tu te dis quoi à ce moment? Tu avais pas peur au final? Tu avais pas une petite peur au
au fond de toi où tu te disais, «J'ai l'idée, j'ai envie de le faire, mais je vais partir seul, j'ai peut-être un peu peur de ce que je vais retrouver, de me perdre ou je sais pas». Bah, Ouais, en est-ce qu'au moment où tu le fais, tu te dis, est-ce que là j'y vais vraiment? Est-ce que c'est juste un rêve qui me permet de m'évader à un moment donné et là vraiment c'est le jour J, il faut que j'y aille? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, je pense qu'une fois que la décision elle a été prise, j'étais lancée. Donc je me suis dit: «Je vais aller au bout». Après, c'est ma manière de fonctionner aussi. Quand j'ai un projet et que je le mets sur le papier et que je l'annonce officiellement, je vais au bout des choses. Donc je me suis dit: «Je vais aller au bout». Après, moi, j'étais jamais partie, ne serait-ce qu'un week-end toute seule, en vacances, quoi. Donc partir en tour du monde, je me suis dit, moi, la plus grande peur que j'avais, c'était que ça me corresponde pas, de me dire finalement, je vais me retrouver toute seule en voyage, que ça va être très compliqué de gérer la solitude. Je me suis dit: «Au pire des cas, je rentre», en fait. Pour moi, c'était juste ça. Je me suis dit: «Ça se passe mal, je prends un billet d'avion retour et je rentre et je reprends ma vie» ou j'essaie de voilà, de redonner un nouveau souffle à cette vie. Mais voilà, au pire, je rentre, quoi. C'était pas mais bon, voilà, il y avait quand même une prise de risque et en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais pas du tout seule et que cette solitude que je craignais, finalement, je me suis mise plutôt à la rechercher après parce qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de monde sur les routes, quoi. Et tu pas, l'appréhension en fait de dire à ton employeur, heu: «En fait j'arrête», de te dire, cette peur-là au final, de Alors tout quitter? c'est-à-dire que je suis partie quand même, j'avais un projet en tête. Je suis pas partie, juste pour, «voyager» entre guillemets. D'accord. À ce moment-là, je travaillais à la Walt Disney Company et j'avais un projet de proposer une émission de voyage pour enfants, un petit peu, rendez-vous en terre inconnue où j'irai dormir chez vous, mais pour des enfants. Où on irait à la rencontre des enfants du monde, on montrerait aux enfants, bah, comment ils vivent et j'espérais que ce soit un jour des programmes qui soient diffusés sur les chaînes jeunesse, enfants à la télé. Et donc j'avais commencé à travailler ce projet-là quand j'étais chez Disney. Ça n'a pas vu le jour, ça n'a pas abouti et je me suis dit: «Bah, en fait, ça me prend tellement aux tripes, j'ai tellement envie de faire cette thématique de voyage que je vais partir et en plus, je vais tourner des épisodes de voyage, où je vais rencontrer les enfants du monde». Donc j'avais quand même un projet en me disant: «Quand je rentrerai de voyage, je pourrais proposer ce projet-là à mon ancien employeur, à des sociétés de production et cetera». Donc je suis partie quand même avec quelque chose à faire, en fait et c'est pour ça que d'ailleurs mon blog s'appelle «Mes petits bouts du monde». C'était à la rencontre des enfants du monde et c'était le nom que j'avais donné au programme que je souhaitais vendre après. Donc j'avais, voilà, cette idée de projet qui était, j'avais à la fois cette ambition personnelle de faire un grand voyage, mais toujours lié à quelque chose de professionnel. OK. Et quand tu étais petite, est-ce que tu avais tu pensais déjà à faire le tour du monde ou pas du tout? Alors non, faire le tour du monde, j'ai pas du tout pensé à ça, mais néanmoins, j'ai toujours été bercée dans un environnement qui était très international. Moi, j'ai grandi en Auvergne, mes parents avaient un camping, De Murol du coup? à Murol, ouais, c'est ça, à Murol en Auvergne et mes parents avaient un camping et moi je suis née dans le camping, j'ai grandi dedans et on avait, des vacanciers qui venaient, des 4 coins de l'Europe, donc j'ai toujours été baignée dans un environnement international. J'ai eu la passion des langues étrangères très, très vite parce que j'ai très rapidement compris que pour pouvoir, échanger avec, d'autres cultures, d'autres nationalités, il fallait parler d'autres langues. Donc en fait, j'ai quand même eu cet attrait très jeune, à la différence de l'autre, aux différentes cultures. Et donc, tu parti en fait là, ton premier voyage du coup, après cette, nuit d'insomnie, t'es parti pour 13 pays, c'est ça? Ouais. T'as fait quel continent et quel pays en fait, Alors à ce moment-là, j'ai pris ce qu'on appelle un billet d'avion tour du monde. Donc c'est un billet d'avion où on paye une certaine somme, et ensuite on part d'est en ouest ou d'ouest en est, mais il faut forcément faire le tour de la planète. On ne peut pas faire d'aller-retour en fait et donc j'avais choisi quelques étapes et entre ces étapes en avion eh bien je voyageais, en stop, en bus et cetera. Donc en fait, je suis partie de France, j'ai atterri en Malaisie. 4 mois et demi plus tard, je reprenais un avion depuis Hong Kong. Donc entre les 2, bah, j'ai voyagé en bus dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc j'ai pu aller, en Birmanie, en Myanmar, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, au Laos. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait à ce moment-là. Non, le Vietnam, c'est sur un autre voyage. C'était pas à ce moment-là. Donc mais j'ai fait le reste de l'Asie du Sud-Est. Ensuite de Hong Kong, je suis partie en Australie où j'ai passé un mois. Après la Nouvelle-Zélande, un mois aussi. Ensuite, je devais faire un stop en Polynésie pour rejoindre l'Amérique du Sud. Je m'étais dit: «La Polynésie, je vais pas y rester parce que, c'est une destination, voyage de noces, il y a que des couples, moi je suis solo». Puis ça me paraissait être une destination extrêmement chère, et finalement, en fait, je suis arrivée à Tahiti. J'ai commencé à faire du stop sur l'île pour voyager un petit peu au moins sur Tahiti avant de repartir
Et puis, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont hébergé chez eux, qui m'ont dit: «Il faut absolument que tu ailles voir nos cousins qui sont à Moorea, l'île à côté». Puis à Moorea, on m'a dit: «Mais attends, on a des cousins à Bora Bora, va à Bora Bora». Résultat, je suis restée quasiment un mois en Polynésie à faire, que des nuits chez l'habitant. Ça a été une des plus belles expériences du voyage. Et puis après l'île de Pâques. Donc l'île de Pâques, là, on est au bout du bout du bout du monde. Ça m'a donné un peu le vertige d'ailleurs de me dire: «J'ai jamais été aussi loin de ma famille». Vraiment, j'étais de l'autre côté de la planète. Et puis après, je suis arrivée au Chili et je suis remontée, l'Amérique du Sud par, l'ouest. Donc ça a été, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie et je suis arrivée en Colombie et je suis repartie de Colombie après. J'avais mon vol retour depuis la Colombie. D'accord. Et quel pays t'a le plus marqué? Est-ce que tu te rappelles d'un pays ou même d'une culture qui t'a le plus marqué ou que t'as la plus adoré? Bah, la Polynésie, vraiment, ça a été, un marqueur fort parce que je m'y attendais pas. Je pense souvent, c'est les pays où on s'y attend le moins, où on est le plus surpris et puis parce qu'on n'a pas d'attente non plus. Donc la Polynésie, effectivement, j'avais ces a priori de voyage, extrêmement cher, inaccessible et j'ai été confrontée à une population des plus accueillantes et ça a été incroyable. Et je pense la Colombie aussi, parce que la Colombie, j'avais pas du tout prévu à la base d'y aller dans mon parcours, parce que j'avais plein d'a priori sur le pays. Et en fait, en discutant avec les voyageurs, quand j'étais au Chili, en Bolivie, et cetera, on me disait: «Mais tu peux pas passer, plus de 5 mois en Amérique du Sud sans passer par la Colombie, c'est incroyable, faut que tu ailles faire un tour», et donc j'ai changé, voilà, mon itinéraire en cours de route et finalement, ça a été un de mes coups de cœur du voyage, la découverte de la Colombie, de sa culture, de l'accueil des locaux aussi, ça a été une superbe expérience. Est-ce que tu veux peut-être dire quelque chose? Oh oui, du coup, Vas-y, vas-y. oui. C'est au niveau de la notion un peu d'interculturalité. Est-ce que tu as ressenti une certaine barrière ou est-ce que tu as un tempérament qui fait que du coup tu vas assez volontairement vers les autres malgré l'anxiété que ça peut créer vis-à-vis des autres au niveau de la langue, etc. Est-ce que au début il y a eu quelque chose, des petites barrières, des choses que tu as réussi à rompre, j'imagine, vu ce que tu racontes, mais En qu'est-ce que tu as fait, trouvé difficile? en étant seule en voyage, ça fait tomber toutes les barrières. Parce qu'en fait, le fait d'être seul, on a beaucoup plus accès aux autres, c'est-à-dire que les autres aussi viennent beaucoup plus facilement nous parler, parce que même à 2, on est déjà un groupe, en fait. Et à 2, bah, les gens viennent pas du tout nous voir de la même manière et déjà les voyageurs seuls se repèrent beaucoup entre eux. On voit toujours quelqu'un dans une auberge jeunesse, par exemple, qui va manger tout seul et il y a ce contact qui est très facile. Tu es seul, je peux me poser à côté de toi, tu as envie d'être tout seul ou pas, et en fait, voilà, on discute très facilement avec les autres voyageurs et le fait d'être une femme seule en voyage, ça a attiré énormément de sympathie. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, mais il y a eu une espèce de solidarité féminine dans le monde que moi j'ai ressenti tout de suite, de la part de plein de mamans, locales, en fait, qui sont devenues un peu, voilà, mes mamans de cœur parce qu'elles se disaient: «Mon Dieu, une fille, toute seule sur les routes, et si c'était ma fille?» Et du coup, j'étais quand même souvent prise sous leurs ailes. J'ai été, par exemple, très, très souvent invitée à dormir chez les locaux et souvent quand j'en discutais avec des hommes voyageurs, ils me disaient que ça leur arrivait jamais, en fait. Parce qu'un homme qui voyage seul, on est un peu moins, voilà, à l'aise pour l'inviter à dormir chez soi, je pense, qu'une femme et en fait, moi, j'ai eu l'impression d'avoir toutes les barrières qui se sont levées parce que j'étais seule, parce que j'étais une femme. Donc en fait, toutes les craintes qu'on peut avoir avant de partir, on se rend compte que finalement, ça peut être aussi une force et un avantage, quand on voyage seul. OK, ouais, hyper intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que parce qu'en tant que femme, ma première question, ça aurait été, est-ce que tu avais pas peur justement, voilà, dans certains pays comme la Colombie, bon voilà, sûrement très stéréotypé également, mais voilà, finalement, en fait, ça s'inverse un peu. Est-ce que Ouais. tu ressens que ça inverse complètement la tendance comparé à, par exemple, des pays comme la France? Bah, moi, je trouve que ça inverse vraiment la tendance. Moi, je me suis sentie toujours un peu protégée. Alors, j'avais toujours l'impression d'avoir un peu une bonne étoile au-dessus de ma tête parce qu'il m'est pas arrivé de catastrophe, durant ce voyage. Bon, à part, un tremblement de terre, en Équateur, mais, à part ça, vraiment, j'avais l'impression d'avoir une bonne étoile et puis, il y a quelque chose qui se passe quand on voyage seul, c'est qu'on a une intuition en nous, qui va se développer puissance 1000. C'est vraiment un instinct animal qui revient et qu'en fait, on n'écoute pas au quotidien. Quand on est dans un groupe, quand on est, en famille, avec des amis, on se demande les avis les uns des autres, et cetera. Du coup, on fait taire un petit peu cette voix intérieure qui, en fait, est hyper puissante et du coup, quand on se retrouve seul, quand on est parfois en situation de danger, cette intuition, cet instinct animal, il prend le dessus et en fait, on n'a rien d'autre à faire que de l'écouter parce que, quelle est la conséquence de ne pas l'écouter? Moi, c'était le conseil qu'on m'avait donné. On m'avait dit: «S'il y a une situation que tu ne sens pas, tourne les talons, fais demi-tour et va-t'en». Et tu as pas la peur du jugement des autres, de se dire: «Oh, bah, en fait, elle est pas cool. Oh, bah, finalement, elle aurait pu venir, ça craignait rien». On s'en fiche, on est tout seul, on est face à soi-même et on n'a qu'une chose à écouter, c'est notre intuition. Et honnêtement, on peut lui faire confiance. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience depuis de nombreuses années. OK et du coup, après, justement, tu as appris à écouter cet instinct même dans la vie quotidienne en reprenant un peu le confort habituel? C'est quelque chose, En vrai, ça se travaille.
parce que je trouve qu'on a tendance très rapidement à retrouver ses habitudes quand on revient dans son quotidien et du coup, pour moi, c'est un travail vraiment de, me réécouter, de pas forcément écouter toujours les conseils autour de moi et cetera. Je trouve que c'est beaucoup moins justement intuitif que quand on est seul et c'est pour ça aussi que j'essaye de temps en temps de retrouver cette solitude dans mon quotidien. Alors c'est pas la solitude, c'est plutôt de m'isoler pour, voilà, pour essayer d'écouter mes idées, développer ma créativité. Moi, je le trouve beaucoup aussi dans cette partie un petit peu, isolée. C'est aussi pour ça que je travaille aussi toute seule, au quotidien, quoi. Ah oui, t'as pas d'équipe avec toi qui travaille, Non, que ce soit même dans la création de contenu, alors j'ai pas d'équipe au quotidien, j'ai des équipes parfois sur des projets en particulier. Par exemple, on fait un reportage pour, l'ESC Clermont, où je pars à la rencontre des étudiants, au bout du monde. On fait des reportages voyages et là, je suis toujours accompagnée d'un caméraman monteur, mais c'est précisément sur ce projet-là. Et sinon, au quotidien, moi, je suis toute seule, ouais, pour faire toute la création de contenu et les différents projets. quand tu es parti pour ton premier tour du monde, dans ton sac à dos, tu avais ta caméra, tu étais Ouais. parti pour faire du contenu, tu savais que tu allais filmer, tu savais que tu allais, En fait, oui, j'étais partie et donc avec cette idée de faire une émission de voyage et je me suis dit: «Je vais tourner des rushs pour, montrer ce que ça pourrait donner». À la base, j'étais pas forcément partie pour me dire: «Je vais mettre tout ça sur les réseaux sociaux, pour que ça explose sur les réseaux sociaux». C'était pas ça mon idée, c'était de me dire: «Je pourrais présenter ça à une société de production, dans la création d'émissions de voyage» et en fait, j'avais fait un partenariat avec une association qui s'appelait «L'Enfant à l'hôpital» où j'étais la marraine de cette association et je leur envoyais les vidéos régulièrement pour qu'ils puissent, les visionner, voyager aussi à distance et je me suis dit: «Mais en fait, c'est dommage de les envoyer qu'à eux. Je pourrais aussi les mettre en ligne et faire profiter tout le monde de ces vidéos que je produis» et en fait, je me suis prise un petit peu au jeu, moi, des réseaux sociaux parce que j'ai commencé à partager mon quotidien de voyageuse toute seule en voyage. Alors à la base, c'était sur Snapchat. Après, en cours de voyage, ça s'est, transformé sur Instagram et moi, j'aimais beaucoup, en fait, partager le quotidien d'une nana qui était toute seule sur les routes. Donc je partageais mes épisodes à destination des enfants et puis, mon quotidien de baroudeuse, en fait. d'accord. Et du coup, au final, en fait, tu t'adressais d'abord, dans un premier temps, tu voulais t'adresser aux enfants Ouais. et à quel moment tu t'es rendu compte que ça pouvait, au final, intéresser, d'autres personnes? Parce qu'il Je y me a suis beaucoup de femmes qui te j suivent, du coup, au final, sur les réseaux sociaux. Elles se disent peut-être, bah, cette femme, elle a réussi à partir en voyage, faire des choses. Peut-être qu'elle s'inspire aussi de toi, enfin, je c'est pas que je pense, mais j'en suis sûr. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais cette double communauté, en fait. C'est qu'au début, je parlais beaucoup à des mamans, en fait, qui allaient montrer à leurs enfants les épisodes que je proposais et en fait, en partageant les coulisses du voyage, en tant que nana, je me suis remise à recevoir plein de messages de femmes qui me disaient: «Bah, moi, j'aimerais bien partir toute seule. Est-ce que tu peux nous donner des conseils?» Et ça, voilà, c'était en 2015, donc ça se voyait pas trop encore à l'époque, parce que ça remonte un petit peu et en fait, c'est comme ça que la communauté s'est, mise à grandir et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait quand même beaucoup de nanas qui me suivaient, pour cette partie vraiment voyage et pas forcément pour les épisodes des enfants. Ton ascension sur les réseaux sociaux, enfin sur internet, elle s'est faite, sur une vidéo en principalement ou au fur et à mesure? Non, moi, j'ai jamais fait le buzz. J'ai jamais eu genre une vidéo qui a buzzé de ouf et on s'est dit, «Ouais, c'est bon, maintenant je vais décoller». Moi, j'ai quand même c'est un long fleuve tranquille, je dirais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours, ce qu'on appelle une micro-influenceuse. Voilà, j'ai pas des communautés qui s'envolent, j'ai pas des vidéos, qui font des millions de vues. Mais pour autant, je suis mon petit bonhomme de chemin. Moi, ça fait 8 ans que je travaille, en tant qu'influenceuse sur la thématique voyage, avec une petite communauté, mais parce que aussi, c'est des thématiques qui me plaisent, parce que, je pense que, mon bagage en marketing, en école de commerce, fait qu'aujourd'hui, j'arrive à développer plein de projets autour de ça et c'est ce qui fait que j'en vis aujourd'hui, malgré ma, petite communauté, sur les réseaux. Et est-ce que tu te rappelles de ta première vidéo, soit qui a le plus marché, mais je crois que celle de la Birmanie, elle a dans une de tes vidéos, tu parles de celle de la Birmanie, comme quoi elle a bien marché ou Alors, je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas. Peut-être que la vidéo de la Birmanie avait bien marché effectivement, parce que c'était peut-être un pays, qui était un peu moins connu. Surtout que moi, je suis arrivée, en Birmanie, c'était au moment, de l'élection d'Aung San Suu Kyi. Elle venait juste d'être élue. Il y avait, une ouverture des frontières. On pouvait enfin aller dans ce pays. Les locaux étaient hyper heureux de voir des voyageurs arriver. Sauf que la fenêtre de tir, elle a été très courte. En gros, on a pu voyager pendant une année dans le pays. Les frontières se sont assez rapidement refermées. Malheureusement, la situation politique a fait que c'est beaucoup plus difficile d'y voyager. Donc peut-être que cette vidéo-là, effectivement, j'ai pas le souvenir qu'elle ait buzzé ou qu'elle ait fait du plus de vues qu'autre chose. Et j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir une vidéo en particulier qui a marché plus qu'une autre, quoi. Après, on sent vraiment que c'est vraiment un précurseur parce que le voyage, c'est aujourd'hui quelque chose qui vraiment qui est
très mis en valeur par tout le monde, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est je trouve que ça se voit que tu agis vraiment par passion et que tu veux vraiment partager. C'est assez innocent, je trouve, comparé à d'autres influenceurs. Bon, c'est pas pour, voilà, mais certains, voilà, ils ont eu une vidéo qui a buzzé et c'est vrai qu'après, pour eux, c'est compliqué de garder le cap. Mais comme toi, ça a été assez progressif, c'est vrai que du coup, je trouve que on sent que c'est vraiment authentique et on sent que c'est vraiment, une passion. Est-ce que toi, par rapport à ta communauté, comme tu te définis comme une micro-influenceuse, est-ce que tu te sens aussi plus proche d'eux? Parce qu'on parle souvent de voilà, quand on a une grosse communauté ou une vidéo qui a un petit peu buzzé d'un coup, on a des chiffres qui augmentent, mais finalement, on n'a pas eu le temps de créer une vraie relation avec eux. Alors moi, c'est sûr que j'ai une relation, hyper privilégiée avec ma communauté. Il y a des gens qui me suivent depuis mon tour du monde, il y en a qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu devenir maman 2 fois et cetera et donc forcément, je pense avoir une relation très privilégiée. Je pense avoir une très grande confiance, de ma communauté. C'est pour ça aussi que je choisis, avec vraiment soin tous mes partenariats, que je fais aussi tester ma communauté, donc c'est sûr que j'ai une relation, je pense, qui est vraiment privilégiée parce que j'ai pas eu un afflux d'un coup, de followers qui sont arrivés de toutes parts. C'est pour ça aussi, je pense que je me concentre beaucoup sur, Instagram parce que j'aime cette relation de proximité. Par exemple, j'avais mis pas mal de vidéos sur YouTube. Ça m'a fait assez peur, en fait, je dois reconnaître, parce qu'il y avait des commentaires qui arrivaient à droite à gauche de gens qui me connaissaient absolument pas et c'est vrai que bon, bah, moi, je me sentais pas hyper à l'aise d'avoir des haters, voilà, qui arrivent de nulle part. Donc je me dis: «Bah, en fait, voilà, je vais travailler plutôt un réseau qui me plaît, qui me parle, où les gens me connaissent depuis, bah, de nombreuses années», même s'il y en a toujours qui arrivent parce que forcément ça continue toujours, d'augmenter petit à petit. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt bienveillant et effectivement, la passion du voyage, ça a été vraiment la base solide de mes réseaux sociaux et en fait, même pendant mon tour du monde, je me disais: «Ne jamais passer plus de temps à partager qu'à profiter du voyage». Ça, c'était une règle que je m'étais donnée. C'est il est hors de question que je m'enferme pendant plusieurs jours, pour faire du montage, des vidéos et cetera et en attendant, je ne voyage pas. Le plus important, c'était le voyage et je partageais des bribes du voyage et ça a été toujours quelque chose d'hyper important. Alors après maintenant, selon les projets, forcément, ça diffère un peu parce que quand on m'envoie sur une destination pour faire un reportage voyage, forcément, là, je vais passer plus de temps à créer du contenu, à produire, que à faire juste du voyage pur et dur, on va dire. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose, c'est une règle, je trouve, qui est importante. Et parfois, les nouveaux influenceurs l'oublient et passent peut-être plus de temps à penser partage, à penser image, qu'à vivre le voyage, en fait. C'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus focus, au niveau des résultats et c'est assez dommage parce que c'est vrai que, bah, quand ça émane vraiment d'une passion comme ça, c'est assez fou d'arriver à la partager comme ça et de voir créer une vraie relation. Tu as parlé de confiance, donc est-ce qu'on peut orienter un peu plus sur tous tes partenariats du coup? Comment est-ce que tu choisis les marques avec lesquelles tu collabores? Comment tu abordes chaque projet? Est-ce que c'est plutôt de la co-création avec la marque? Est-ce que tu vas avoir une liberté complète dans ce que tu fais? Alors moi, j'adore être force de proposition. Ça fait partie des choses que j'aime, je fonctionne par projet, donc moi, je suis tout le temps dans une démarche, créative, d'essayer de trouver des projets qui me plaisent et qui me parlent et je vais, valoriser tous ces projets-là en priorité. Par exemple, j'ai créé, une collection de bougies au centre du monde avec une créatrice locale il y a, 3-4 ans. J'avais été la voir en lui disant: «Écoute, voilà, moi, j'aimerais bien, proposer à ma communauté des bougies centre du monde inspirées de mes voyages». On a fait une co-création. J'ai travaillé avec la marque Auré qui sont les cosmétiques, naturels, locaux, voilà, qui sont produits, pas très loin de chez nous. Pareil, j'ai été les voir en leur disant: «Bah, je trouverais sympa, plutôt que de faire simplement une campagne d'influence classique, qu'on aille un peu plus loin, qu'on fasse quelque chose ensemble, que moi je puisse apporter quelque chose aussi aux produits et que ça apporte aussi à ma communauté». Donc ça, c'est les projets que je préfère, comme avec l'école de commerce de Clermont où, on a une web série qui s'appelle «Va voir ailleurs si j'étudie». Là, ils m'ont contacté à mon retour tour du monde. Ils m'ont dit: «Bah, écoute, on aimerait bien t'envoyer voir nos étudiants. On n'a pas trop d'idées de concept. Est-ce que tu peux travailler sur quelque chose?» Alors là, voilà, moi, j'adore faire ça. C'est ce que je préfère. Donc je leur propose un concept, je leur propose, voilà, plein de rushs et cetera et on crée des projets comme ça. Après, je suis aussi sollicitée, moi, par des marques. Ça arrive aussi qu'on vienne me voir, au même titre que plein d'autres influenceurs et qu'on me propose des collaborations et là, pour le coup, ce que je fais à chaque fois, c'est que je te propose de tester le produit. Donc je leur dis: «Bah, envoyez-moi le produit, je vais tester, je vais voir comment est-ce que je réagis, comment est-ce que ça me parle ou pas». Soit c'est concluant et du coup, je peux proposer effectivement qu'il y ait une collaboration derrière. Soit, bah, voilà, je vais pas être hyper convaincue par le produit, auquel cas, je vais pas faire une pub négative pour le produit. Je préfère dire à la marque qu'on va pas travailler ensemble et c'est comme ça que j'essaye de sélectionner, et après moi, je me suis fixé, voilà, des «objectifs» entre guillemets, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'inonder, ma communauté de partenariats qu'ils ont l'habitude de voir un peu partout.
Donc ça veut dire parfois, bah, voilà, je refuse des collaborations parce que j'ai pas envie qu'ils soient inondés de, pubs pour des shampoings ou des choses comme ça. Même si j'en fais de temps en temps, bah, par exemple, une marque, elle va me dire, bah: «On aimerait bien que cette semaine, ce mois-ci, tu nous fasses, 3-4 stories à 4 jours d'intervalle», Bon, bah, là, moi, je refuse systématiquement. Bah, donc ça voilà, je me fixe moi des limites comme ça en fait, sur, des partenariats. Tu parlais tout à l'heure que tu étais enfin, on en parlait que tu étais très proche de ta communauté. Tu veux pas inonder non plus, les stories de enfin de ta communauté de trop de placements de produits, pardon. Est-ce que au fur et à mesure de ces années, tu arrives à comprendre aussi le besoin de ta communauté, ce qu'ils aiment, voir comme placement de produits aussi, ce qu'ils aiment découvrir? Peut-être il y a plus de choses par rapport au voyage, des partenariats avec des voyages plutôt que Alors oui, forcément. vestimentaires ou autres? Forcément, je pense qu'ils ont un attrait qui est plus voyage, mais en fait, je me pose pas la question de qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Moi, je me dis plutôt: «Qu'est-ce que moi j'ai envie de montrer?» En fait, je me positionne plus sur, j'ai envie de partager des choses qui me plaisent, qui me passionnent, sur lesquelles j'ai un intérêt. Parfois, ça dévie du voyage parce que je suis pas tout le temps en voyage. Maintenant, je suis maman de 2 petites filles, alors au début, par exemple, quand j'ai eu ma première fille, je m'interdisais vraiment de parler de maternité, de sujets liés aux enfants, je me suis dit: «Bon, ils me suivent pas pour ça à la base». Mais en fait, ça fait tellement partie de moi, de mon quotidien, puis j'ai créé mes petits bouts du monde. À la base, c'était quand même les enfants du monde. Je me suis dit: «Je peux pas, éluder complètement cette partie-là de ma vie, alors que je suis passionnée par ces thématiques». Donc petit à petit, j'ai recommencé à apporter, voilà, des choses de mon quotidien. Ça peut être aussi des thématiques beauté, par exemple. Moi, tout ce qui est beauté du monde, astuces de beauté des femmes du monde, voilà, ça m'a toujours intéressée. Donc je partage aussi de la beauté sur mon compte, ce qui fait que c'est pas un compte qui est 100 voyage. J'ai pas un positionnement 100 voyage. C'est là où ça diffère un petit peu d'une marque classique. C'est que c'est ce qu'on appelle du personal branding, mais c'est personnel, en fait. Donc je pense plus à ce que moi j'ai envie de partager. Après, bah, parfois ça plaît, parfois ça plaît pas. Les gens, je pense qu'ils sont assez intelligents pour zapper quand ça leur plaît pas. Moi, j'ai plein d'hommes, hein, qui me suivent et qui me disent: «Bon, je t'avoue, quand tu parles de maquillage, je zappe un peu les stories, quoi». Mais en même temps, ils sont quand même là quand je vais partir en Corée du Sud et que je vais partager, voilà, des choses plus liées au voyage, quoi. Ah donc c'est vraiment le reflet finalement, ce que tu partages, c'est vraiment le reflet de toi-même et des valeurs que tu as et Bah, oui, oui, cetera. complètement, ouais, Mmh ouais. mh. Est-ce qu'il y a une collaboration dont tu te rappelles que tu as adoré faire? Bah, il y en a plusieurs. Là, je vous ai parlé des bougies. Bon, va voir ailleurs si j'étudie, je pense que c'est ma collaboration, chouchou avec, l'école de commerce de Clermont. On a tourné notre 14e épisode cette année en Corée du Sud. Ils m'ont envoyé au Brésil, en Indonésie, en Finlande. Je fais vraiment un tour du monde à la rencontre des étudiants, qui font leurs études à l'international. Ça, moi, c'est le projet que j'aime le plus parce que on est sur du long terme. C'est pas un projet one shot où on a juste envie d'avoir le buzz et grâce à une influenceuse, faire parler de soi. Là, on est vraiment sur la construction d'une vraie émission de voyage qui perdure dans le temps et ça fait partie des projets que je préfère parce que voilà, on travaille sur du long terme avec des collaborateurs. C'est vrai que dans tout ce que tu dis, il y a une dimension très éducationnelle, que ce soit pour les enfants ou même pour les jeunes adultes, les adolescents. Comment tu arrives toi à partager tes voyages? Parce que bon, on voit beaucoup de partage de voyages, mais c'est un peu, voilà, on partage des photos, j'ai fait ça, 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 ça. Comment toi tu arrives à tourner ça en mode je vous partage, mais assez humblement finalement tes voyages pour vraiment, donner à voir aux gens et comme tu as dit tout à l'heure, les faire voyager un peu par procuration? Bah, en fait, ce que j'essaye de partager au maximum, c'est mes ressentis. Parce que, montrer des belles images de voyage, je veux dire, elles sont accessibles partout sur Google. Un jour, vous avez envie de voir les belles chutes d'Iguazu, entre le Brésil et l'Argentine, c'est extraordinaire. Vous tapez sur Google «chutes d'Iguazu», ça va être fantastique. Quand on est influenceur ou quand on est en tout cas présent sur les réseaux sociaux, moi, ce que j'aime voir et ce que j'aime partager, c'est l'émotion, en fait, qui va transparaître. Et c'est vrai que le jour où je suis devant les chutes d'Iguazu, j'ai les larmes qui coulent, je trouve ça extraordinaire. Et ben oui, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont, se mettre à ma place et se dire: «Cette nana, c'est juste une fille lambda qui est en train de faire quelque chose qui est extraordinaire, mais si elle, elle le fait, ben, on peut le faire aussi». Et je pense qu'ils arrivent quand même de cette manière-là à se positionner, à se mettre à ma place. Et c'est pour ça que j'aime le format vidéo aussi. C'est parce que je trouve qu'on arrive à retranscrire des émotions. Je pourrais mettre juste une belle photo de moi comme ça, les bras, levés devant les chutes d'Iguazu. Malgré tout, je trouve que ça ne sera pas aussi bien retranscrit que l'émotion que j'aurais ressentie à ce moment-là. Pour moi, le partage d'émotions, c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont se projeter et se dire: «Bah, si elle, elle le fait, c'est possible, moi aussi je peux le faire». OK, ouais, cette accessibilité un peu, qui est rendue par toi et ça, c'est top, je trouve. Est-ce que, tu as découvert énormément de cultures? Est-ce que, tu t'inspires de certaines cultures dans ton quotidien? Est-ce que tu
des façons de penser ou des petits rituels que tu as dans ta Énormément, énormément. il y en a un en particulier, rituel, que tu aimes bien faire tous les jours? Alors c'est pas tous les jours, mais c'est tous les ans. Par exemple, moi j'ai eu cette chance immense de vivre, El Día de los Muertos au Mexique, la fête des morts au Mexique et du coup, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai été dans le petit village qui a inspiré le film Disney Coco. Je sais pas si vous l'avez vu Coco? Et donc j'ai été dans le village où les équipes du film ont été inspirées par la culture bon ça a été, moi il y a eu un avant et un après pour moi vraiment, parce que ce rapport, aux morts, ce rapport, voilà comment est-ce qu'on arrive à célébrer les gens qui nous ont quittés. C'est vrai qu'en France, on a une culture qui est plutôt, pudique. C'est pas évident de parler des gens qui sont partis. On préfère souvent éluder le sujet et moi je trouve ça merveilleux que pendant El Día de los Muertos, eh bien on parle des gens de manière joyeuse, on se rappelle des bons souvenirs avec eux et moi je trouve ça extraordinaire, et donc c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place moi tous les ans à cette époque-là. Alors c'est pas ma culture pourtant, hein, je suis pas mexicaine du tout, mais j'ai trouvé ça tellement beau et tellement fort que j'essaye voilà, de le transmettre à ma famille aussi et de se dire: «Bah, voilà, est-ce qu'on ressortirait pas les photos des gens qui nous ont quittés? Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur cette personne-là, qui est partie? Qu'est-ce que tu aimais chez elle?» Et voilà, parler des bons souvenirs et ne pas en faire un tabou. Voilà, ça fait partie des choses, qui m'ont inspirée en voyage. Et maintenant, tu as une vie de famille. Est-ce que, tu voyages aussi avec tes enfants, pour, leur faire découvrir, bah, ce que toi tu fais, Ah, aujourd'hui depuis plusieurs années? au maximum, je voyage avec mes filles, j'essaie de les emmener quand je peux. C'est sûr que leur transmettre cette passion des voyages et cet intérêt à la différence culturelle, c'est hyper important pour moi. Donc souvent, on peut me dire: «Bah, tes enfants, ils se rappelleront pas, pourquoi est-ce que tu les emmènes en voyage? Ils s'en rappelleront pas». J'avais emmené ma plus grande, en Tanzanie, avec moi, et mon mari l'année dernière et j'ai eu plein de messages en me disant: «Mais en fait, elle a 3 ans et demi, elle s'en rappellera pas». Effectivement, c'est vrai, mais si, je l'embrasse tous les jours, je lui fais des bisous et que je lui dis: Je l'aime» tous les jours, elle se rappellera pas non plus quand elle sera grande. Mais ça contribue à la faire grandir. Je lui remplis sa dose d'amour, je lui remplis sa dose, voilà, quotidienne de curiosité et l'emmener en voyage, pour moi, ça contribue aussi à ça. Donc c'est pour ça que j'emmène mes enfants quand je peux. Je peux pas les emmener tout le temps, mais en tout cas, j'aime les sensibiliser à cette curiosité. Ça peut être au bout du monde et ça peut être aussi, juste à côté de chez nous. Là, on part vendredi, en famille avec mes filles, dans le Gévaudan et en Haute-Loire avec un âne en itinérance. C'est un véritable voyage, à part entière et donc on le prépare tous ensemble, on en parle beaucoup à l'avance, donc ça, c'est important. Et puis quand je suis seule au bout du monde, que je pars pour mes voyages, on a le grand atlas à la maison, je leur montre où est-ce que je pars, on parle de la culture, et cetera. Donc j'essaye moi de les initier au maximum et tous les soirs quand ma fille, elle me dit bonne nuit, elle me dit: «Maman, je t'aime jusqu'à la lune, jusqu'au soleil et jusqu'en Tanzanie et jusqu'en Corée du Sud». Elle sait exactement où sont les pays et je trouve ça chouette, quoi. OK. Et est-ce qu'il y a des liens que tu as gardés à travers, différents pays, à travers le monde, ou même si tu reviens dans certains pays, tu te dis: «Bah, je vais voir telle ou telle personne», Alors honnêtement, ça serait mentir de dire que j'ai gardé des liens partout. J'ai pas réussi à garder des liens, partout, parce que en fait, je suis très sollicitée, via ma communauté aussi, tous les jours et j'essaye, voilà, de garder le lien déjà avec mes proches, mes amis, ma famille, à qui j'envoie, voilà, des nouvelles beaucoup. Mais, à l'étranger, c'est compliqué, je trouve, de garder le lien, sur du long terme, en tout cas, parce que, bah, j'ai eu la chance de voyager dans 54 pays et je peux pas, voilà, garder des amitiés, partout, quoi. 54, c'est énorme, hein, franchement. Et du coup, finalement, avec tous ces voyages, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Ah là, je me sens bien, j'ai envie de vivre ici»? Ça t'est jamais arrivé? Tu as vraiment cet ancrage en France que tu veux toujours garder? Ou tu as un projet plus tard de dire: «Voilà, j'ai aimé ce pays, j'aimerais, voilà, y vivre pour, une durée, plus ou moins longue»? Alors quand on part en voyage, souvent on se le dit. On se dit: «Ah la Thaïlande, est-ce que j'ouvrirais pas une petite guest house ici?» Quand j'étais toute seule en voyage, voilà, j'ai pu me poser ce genre de questions. Mais au final, bah, pour moi, le plus beau pays du monde, là où je me le sens le mieux pour vivre, c'est en France, parce qu'il y a ma famille qui habite ici. Moi, je suis très proche de mes parents, de mes 2 sœurs. Ça fait partie, voilà, de ma construction personnelle, bah, d'être proche de ma famille. J'aime qu'ils soient pas loin de moi, j'aime qu'ils soient pas loin de mes enfants aussi. Et puis, on a cette chance de vivre dans un pays où il y a pas de catastrophes naturelles, ou en tout cas, elles sont plutôt rares. On n'a pas de gros séismes ou de volcans qui se réveillent, on n'a pas de moustiques tueurs. Même s'ils commencent à arriver, bon, on a encore cette chance-là.
On a une nature qui est quand même plutôt clémente. Voilà, je trouve qu'on a énormément de chance. On a un climat qui est tempéré. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles j'ai pensé qui peuvent peut-être paraître bêtes, mais qui font qu'aujourd'hui, moi, c'est ici en France que je me sens bien et en Auvergne en particulier, quoi. Et qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu vas faire un voyage? Parce que tu en as fait 54 pays. Et est-ce que à chaque pays nouveau que tu fais, tu ressens quelque chose, soit une excitation ou quelque chose que tu perds jamais? Alors honnêtement, je pense que c'est ma plus grande force et j'espère ne jamais la perdre, c'est que j'ai l'impression d'être toujours une gamine. J'ai l'impression que c'est mon premier voyage systématiquement et ça souvent on me le dit: «Mais on a l'impression que tu as jamais voyagé». Mais c'est vrai, je suis encore, j'ai les yeux ébahis comme une enfant. Là, j'étais en Corée du Sud, mais j'ai trouvé ça extraordinaire de voir cette curiosité partout à chaque coin de rue. Ils parlaient pas un mot d'anglais, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit: «Ah mais je suis vraiment dépaysée», et cet esprit, je pense curieux d'enfant, j'espère le garder toute ma vie. C'est ce qui fait que je suis toujours étonnée, toujours impressionnée. Je suis jamais blasée. Quand je vais me baigner dans une cascade, voilà, d'Auvergne, je suis, autant contente, autant heureuse que quand je suis dans les chutes d'Iguazu, au Brésil, même si je vais pas pleurer devant, la cascade d'Entraigues, par exemple, à Bess. Mais voilà, je trouve que c'est important de réussir à mettre un peu de magie partout et de pas de se dire, «Bon, bah, tel pays, il est un peu moins cool que celui-ci», même si forcément il y a des comparaisons qu'on peut faire et c'est naturel. Mais en tout cas, garder cet esprit curieux d'enfant, quoi. Et pour revenir sur, le métier de créatrice de contenu, parce qu'aujourd'hui ça te prend énormément de temps, en plus de tes voyages, comment tu t'organises en fait dans la création de tes contenus, de tes posts, de tes stories, tu fais tout toi-même? Alors, je fais tout moi-même, ouais, ouais, à 100. C'est beaucoup au feeling, ce qui est peut-être, moi, mon point faible aujourd'hui. Pour performer sur les réseaux sociaux, il faut avoir des stratégies, il faut poster à certaines heures en particulier, il faut, répondre à des tendances, et moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. C'est pour ça que je suis encore sur, voilà, encore une fois, je fais pas des buzz énormes et cetera et j'ai envie de dire, c'est un peu la vie, tant pis. Mais je fais quand même beaucoup de choses au feeling. Hier soir, ce matin, je crois que j'ai publié un reels. Bon, je pense que c'était pas l'heure pour le publier, mais en même temps, ça correspondait à, ma vie, quotidienne. Je venais vous voir juste après, j'avais pas envie d'attendre, voilà, l'heure fatidique. J'avais envie de le poster tout de suite et voilà, je fais beaucoup de choses au feeling, ce qui fait que, bah, il y a des semaines où je vais pas publier pendant 7 jours, je publierai pas et après je vais publier tous les jours pendant un mois. Donc voilà, c'est vraiment au feeling. C'est très spontané en fait, C'est important, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Voilà, tout est très réglé, très cadré. Malheureusement, ça plaît pas toujours à l'algorithme et ce Oui, qui fait qu'on peut être frustré aussi en tant qu'influenceur de se dire: «Mince, mais pourquoi j'ai pas ma vidéo qui fait 1 million de vues?» Et c'est pas grave en soi, tant pis, c'est parce que c'est ma manière à moi de fonctionner et j'arrive à en vivre de cette manière-là et j'arrive à avoir des beaux partenariats de gens qui ont les mêmes valeurs que moi donc tout va bien, quoi. Bah, écoute, Jessica, c'était vraiment très, très enrichissant, vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Bah, avec plaisir. C'était très, très intéressant de ouais, très très inspirant de voir à quel point on peut se révéler grâce au voyage et même de voir à quel point voilà, il y a une passion derrière et voilà, on sent vraiment que tu veux vraiment faire passer ça à ta communauté. Donc, ouais, c'est j'espère super. vraiment que ça a inspiré plusieurs gens aussi qui peuvent écouter cet épisode parce que je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de monde donc écoute, merci beaucoup, Jessica. Eh ben, avec grand plaisir, merci Merci de m'avoir beaucoup. invitée. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à interagir avec nous via nos réseaux sociaux @agence Startitup sur Instagram, Facebook, LinkedIn et même TikTok et à nous suggérer des créateurs de contenu que vous adorez.